sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci, bravo. Cette fille est immense, Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres, elle savoure. Moment historique, Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Jeannie Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fédélion. On se retrouve en ce mardi soir, 22h exceptionnellement, pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. L'émission qui revient sur tous les résultats et toute l'actualité sportive de la semaine sur votre radio régionale. Et exceptionnellement, oui, 2h ce soir, on démarre un peu plus tôt puisqu'on aura des choses à dire, des choses à faire avec, vous allez le voir dans un très court instant, un invité de marque pour aborder cette émission, pour les différentes chroniques, pour revenir sur tout ça, justement. Ça aurait été compliqué tout seul, donc je fais appel à trois valeureux soldats pour l'instant qui sont avec moi ce soir. Maxence, François, Thibaut, comment vous allez, messieurs ? Ça va super, très très bien. Hâte de démarrer à nouveau un nouvel épisode du Campus Sport Club. François, pareil, même énergie. Franchement, ça va être génial, surtout pour 2 heures, on va en avoir besoin. Ouais. Bah c'est bien. Oui, c'est vrai que toi t'es parti pour 2 heures. Y a pas de souci. Et Thibaut, qui nous fait du moins le plaisir d'être là pour la première heure. Comment ça va ? Je suis très content d'être là. Ça fait déjà la deuxième fois d'affilée que je suis là, donc je suis toujours content d'être. Ouais, c'est d'être trop. ici. C'est ça que tu veux me dire ? Plaisir, Ouais, c'est ça. Donc la semaine prochaine t'es pas là. D'accord. J'ai demandé un siège en Non, mais cuir. j'ai compris. Pour le j'ai compris. confort. Ah non, ça c'est Théo. Et on garde le siège pour Théo. Et je vous le disais donc ce soir pour 2 heures d'émission, puisqu'on aura une heure spécialement dédiée au LOSC. Voilà, je tease pour de bon. On a la joie d'accueillir Stéphane Carpentier, journaliste Voix du Nord, Voix des Sports. Bonsoir Stéphane, comment tu vas ? Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Et puis j'espère passer 2 heures très sympas avec vous. Vous avez intérêt à être percutant. Hein. Ouais, mais fou, là, ça va percuter. Bon, François, peut-être j'espère que tu ne le percuteras pas, t'es juste à côté. T'as pas intérêt. Et de toute façon, Stéphane, sinon, t'es plus grand, t'es plus fort, hein, tu peux le... Non, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, je m'attends à des débats instructif et passionnant. Oui, on aura de quoi échanger ce soir. Et avant toute chose, on va pouvoir démarrer cette émission comme il se doit avec la traditionnelle chronique des résultats. C'est signé Maxence juste après le jingle. Tous les scores et faits marquants, place aux résultats dans le Campus Sport Club. Avec Maxence ce soir, on va commencer par du football et le dénouement final dimanche en Ligue 1 avec un multiplex complètement déjanté. Ouais, prenons d'abord la direction de Villeneuve-d'Ascq à quelques mètres d'ici où le LOSC a été défait 2-0 face à Auxerre. Les Dogs ont dû faire face à un bloc auxerrois compact et très dangereux en contre. La Cincinnati en a fait la démonstration, 3 tirs cadrés, 2 buts pour la GIA. Mais la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy a quand même pu fêter la qualification directe en Ligue des Champions grâce à la défaite de l'OL 4-0, 0-4 face à Lens. Une leçon de réalisme infligée par les Artésiens avec des buts de Wesley Saïd, l'éternel Florian Sotoka et un bijou signé Florian Thauvin pour parachever le spectacle dès la 52e minute de jeu. En plus de la défaite 3-1 dans notre candidat au podium, Rennes sur le terrain de Marseille. Et pour clôturer le top 7 de notre championnat, Monaco s'est incliné à Strasbourg dans un match complètement débridé, de 1-4 à la 54e minute de jeu à 5-4 à la 83e. C'était la rencontre la plus prolifique du multiplex. Et la Ligue 1 avait déjà couronné le PSG en milieu de semaine face à Lens. Et après une petite célébration à 1 heure du coup d'envoi lors de l'échauffement, les joueurs de Luis Enrique ont été surpris par le PFC qui l'emporte sur le gong à 2-1. Alors du coup, pour ce qui est du classement final, pour ce qui est des places européennes, est-ce que tu peux nous faire le bilan de cette saison Ligue 1 ? Ouais, le PSG, Lens et le LOSC sont directement qualifiés en Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais disputera le 3e tour préliminaire de C1. Marseille, 5e, est qualifié pour la Ligue Europa. Et Rennes est provisoirement en barrage de Ligue Conférence en attendant le résultat de la finale de Coupe de France entre Lens et Nice. Et qui aura son importance pour l'attribution peut-être d'une place européenne en plus. Concernant la lutte au maintien, qu'en est-il alors Maxence ? Nice occupera finalement la place de barragiste après un nul 0-0 face à la Lanterne Rouge Messine.
La JOCR s'est donc sauvée avec Le Havre grâce lui aussi à sa victoire 2-0 à Lorient. Et la rencontre de milieu de tableau entre Brest et Angers s'est soldée sur un nul 1 partout. Et pour finir, la toute dernière rencontre de coach Vaïd Halilhodžić, un triste Nantes-Toulouse qui a été interrompu à cause d'un envahissement de terrain précoce des supporters nantais. Et alors une question pour vous sur le plateau, que retenez-vous de cette dernière journée folle? Plutôt les contre-performances des prétendants à la Ligue des Champions, les succès d'Auxerre et du Havre, ou alors le derby parisien? Bon, je pense que c'est le succès du Havre. C'est-à-dire que personne s'y attendait. Et là, ils ont fait la meilleure série de leur saison en 3 matchs. Et surtout, ils vont chercher des succès capitaux. Il y a le succès 2-1 contre Nice. Il y a le succès 2-0 à Lille. Dans un match où finalement les Lillois ont du mal à être vraiment dangereux. Le gardien auxerrois n'a pas eu finalement grand-chose à faire. En tout cas, il y a eu peu de frappes cadrées. Mais après, ouais, les 2 prétendants maintien qui se sauvent. Et Nice qui va en barrage, ce qui est plutôt mérité honnêtement. Nice qui récolte en tout cas le fruit d'une saison plombée et un peu chaotique, surtout à partir de l'hiver dernier. Stéphane, tu te souviens avec Si mes souvenirs sont bons, en fait, Nice a commencé à galérer sévèrement fin octobre et n'a pas gagné de match pendant 3 ou 4 mois. D'ailleurs, le dernier match que Nice a gagné, c'était un fameux match contre Lille où Lille a offert les 2 buts grâce à son gardien remplaçant. C'est vrai. C'était fin octobre, ouais, tout à fait. En fait, Nice a gagné ce match-là par hasard, hein, parce que concrètement, ce match-là, on peut le jouer 100 fois, ils vont le perdre 99 fois. Et donc, ils étaient déjà dans le mal, en fait. Voilà. Et sinon, moi, je retiens ce que cette dernière journée, moi, elle m'a vraiment. C'est pour ça que j'aime le foot, en fait, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là, en fait, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Et donc, c'est cool. Voilà. C'est pour ça qu'on aime le foot, parce que sinon, ça serait trop lisible, ça ne serait pas intéressant. Et là, quand on a des résultats surprenants comme ça, faut que ça continue. Il faut que ça continue et surtout le 5-4 que j'ai grandement apprécié par rapport à la 33e journée où on avait déjà eu un multiplex de 8 matchs. Nantes avait été avancé, mais où on avait mis du temps à avoir des buts et à un peu s'exciter. Là, on avait sur un seul match, en tout cas, on a eu un peu de tout et les montagnes russes et tout ce qui fait. C'est souvent comme ça la dernière journée. Il y a toujours un match en sucette. Il y a souvent beaucoup de buts à la dernière journée de championnat. Ouais, pourquoi? Parce les que équipes se lâchent. L'enjeu est tel que... Donc les équipes se lâchent un peu plus. Et puis c'est pas rare de voir des matchs à 8-9 buts sur cette fameuse dernière journée. Très bien. Bon, Maxence, tu nous annonçais donc les relégués et un barragiste Nice qui n'en a pas fini du coup cette saison. Oui, les Aiglons devront affronter dans un barrage aller-retour Saint-Etienne, les Verts qui sont venus à bout de Rodez dans le second pré-barrage de Ligue 2, 0-0 au terme des 90 minutes. Il a fallu 20 tirs au but pour départager les 2 équipes, séance gagnée 7-6 par les Stéphanois. Puis toujours en France, un peu de foot féminin quand même pour finir cette page ballon rond si tu veux bien. Oui, avec les playoffs d'Arkema Premier League qui se jouaient. Après la phase de Ligue, il y a une deuxième phase à 4 matchs secs. L'OL Lyon défendra son titre face au Paris FC. Les Lyonnaises ont écrasé Nantes 8-0, tandis que le PFC est venu à bout dans l'autre demi-finale du PSG, battu un petit but à 0. Allez, fini le ballon rond, on attaque le volley cyclisme avec le Tour d'Italie qui se déroule en ce moment même. Maxence. Oui, le Giro se poursuit avec déjà une 10e étape aujourd'hui. C'était l'unique contre-la-montre du parcours et Filippo Ganna a écrasé les chronomètres, presque 55 km/h de moyenne, avec son temps record de 45 minutes 33. Il est suivi par 2 cadors de l'exercice. Timen Arensman et le français Rémi Cavagna en un peu moins de 48 minutes. Jonas Vingegaard finit l'étape 13e avec une performance pas assez suffisante pour déboulonner le maillot rose Afonso Eulalio qui conserve encore 27 secondes d'avance au général sur son dauphin danois. Mathis Rondel, 11e au général, reste le français le mieux classé, même s'il perd 4 places par rapport à ce matin. Et dans l'Hexagone, cette semaine signe le retour des 4 jours de Dunkerque avec, avant la traditionnelle course à étapes entre mercredi et dimanche dans les Hauts-de-France, la 2e édition de la classique qui se disputait aujourd'hui. Une épreuve remportée en solitaire par l'américain Artem Schmidt de la Net Company Ineos. Il est suivi par un cycliste français, Pierre Gautra. Et pour ce qui est du cyclisme, en plus, j'en profite, on a un invité qui me semble a couvert pas mal le cycliste il y a quelques années. Ouais, alors après, à mon avis, je suis pas aussi au taquet que le chroniqueur là, qui vient de nous résumer brillamment la situation au Tour d'Italie. Mais ouais, j'ai eu la chance de suivre le Tour de France plusieurs fois dans son intégralité. Donc, en tant que journaliste, c'est génial à faire parce que
on vit une aventure humaine, sportive. De longue de 3 semaines, c'est rare aussi des compétitions longues. C'est ça, déjà, rien que dans ce métier, partir de chez soi pendant 1 mois, c'est pas si courant. Donc ça le fait pour le sport, hein, comme pour ceux qui vont couvrir la Coupe du Monde de foot ou des choses comme ça. Mais le Tour de France, finalement, c'est l'épreuve la plus régulière où, quand on fait ce métier-là, on part longtemps de chez soi et on a la chance de vivre un événement qui est regardé dans le monde entier avec des médias qui viennent du monde entier et puis et de vivre de l'intérieur des épisodes après qui restent gravés dans l'histoire du sport. Donc ça, c'est génial. C'est un vrai privilège. Et on a bien envie d'être à ta place, je pense, ici. Est-ce que pour les autres chroniqueurs, est-ce que vous connaissiez avant les 4 jours de Dunkerque qui vont démarrer véritablement demain? Est-ce que ça vous parlait, François, Thibaut? J'en avais entendu parler vaguement, mais non, honnêtement, pas plus que ça. Hein, pas trop? Ouais, je connaissais un petit peu avec le Mont Cassel, mais c'est pas forcément une course que je regardais. Puis c'est vrai que j'avais les yeux rivés sur le chrono du Giro aujourd'hui. Et c'était qu'un chrono assez spécial de voir Vingegaard en difficulté. Donc peut-être qu'il va être bousculé par Arensman qui a fait un très gros chrono quand même. Il s'est vraiment fait ennuyer là. J'ai pas suivi. Pour le coup, Vingegaard avait tout donné sur la ligne et en fait, on a eu l'impression que il avait pas tant plus que ça. C'est-à-dire que le voir hors du top 10 sur un contre-la-montre, alors que c'est un excellent rouleur, c'est assez dépaysant, c'est assez surprenant. Mais c'est vrai que le parcours était tout plat et Ghana forcément avec ses qualités de rouleur qui a tout explosé, oui. Ah, c'était fait pour Ghana. Chez lui, italien, je ne sais pas si ça joue beaucoup, mais en tout cas, c'est une victoire nette et sans bavure. On a pris la température avec le Giro, Maxence. On retourne un petit coup en Italie avec du tennis à présent. Ouais, avec la conclusion du Masters 1000 de Rome et du WTA associé, l'inévitable et premier mondial Yannick Sinner l'a emporté à domicile en 2-7, 6-4, 6-4 face au Norvégien Casper Ruud, 25e le classement ATP au début du tournoi. Rarement inquiété, sauf peut-être au début du premier set, l'Italien s'est une nouvelle fois montré impérial avant Roland Garros. Il creuse encore l'écart sur Carlos Alcaraz blessé au haut du classement ATP. Et question à nouveau sur le plateau, avec ce 6e Masters 1000 remporté de rang, Yannick Sinner devient-il l'unique favori pour Roland Garros ou est-ce que vous voyez d'autres noms essayer de challenger? À mon avis, il est sur une autre planète là, en ce moment. J'ai vu une stat tomber, est-ce que vous connaissez peut-être Jeu 7 et Math, qui est une femme passionnée de tennis qui donne des stats et qui a notamment été appelée par France Télévisions pour couvrir Roland Garros l'an dernier sur la chaîne numérique et qui a des tableaux Excel avec toutes des stats plus détaillées les unes que les autres et elle dégaine à la fin d'un résultat. Elle a dit que ses 36 derniers adversaires sur terre battue ont tous été écrasés par Yannick Sinner. Le seul depuis 2024 qui l'a battu sur terre, c'était Carlos Alcaraz. Sauf que Carlos, il n'est pas là. Donc à mon avis, il est parti pour faire un tout droit à Roland Garros. Je ne sais pas si c'est un avis partagé ici ou est-ce qu'on a fait un débat il y a quelques temps sur qui pourrait aller titiller Sinner. Est-ce qu'Alexander Zverev est assez fort? Est-ce que Djokovic sera en forme, par exemple, pour Roland ici? Honnêtement, non. Zverev, il s'est fait balayer il y a quelques semaines par Sinner. Là, il s'est complètement écrasé en demi-finale ou en quart de finale contre Luciano Darderi, ouais. Je me rappelle, qui lui a mis 6-0, je crois, dans le dernier set. C'est fou, alors c'est fou que ce soit Zverev. Franchement. Ouais, il avait eu 4 balles de match, je crois, et il en a mis aucune, et il s'est pris un 6-0 à la fin. En tout cas, peut-être pas 4 balles de match, mais en tout cas, il avait quasiment le match à portée de main. Ouais, donc ça, c'est fou. Donc la réponse, à mon avis, Maxence, c'est que, ouais, on est parti, sachant que pareil... Pourquoi ils font le tournoi, là? Les autres? Bah non, mais... Il y a de l'argent, il y a des points. Ouais, je sais, non, mais c'est vrai que quand il y a un archi-favori, ça limite forcément l'intérêt à un tournoi. Voilà, c'est quand même plus sympa quand on sait que... Il y a une vraie adversité et c'est vrai que ce Roland Garros là, pour en parler à la rédaction, il fait pas trop vibrer comme ça à première vue parce qu'on connaît déjà qui est le vainqueur, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est dans la même veine que les années Rafael Nadal? On se disait à peu près la même chose. Non, parce qu'il y avait quand même toujours quelqu'un pour le titiller, ou en tout cas toujours le même, alors qu'on sait que là, il y aura peut-être un finaliste, on ne sait pas qui, mais qui va se faire manger tout cru, quoi. Ouais, voilà. Okay. Toi, tu te dis que si Sinner est en finale, c'est fini. En tout cas, ça y ressemble, quoi. Après, j'ai pas envie de dire, je suis pas anti-Sinner, machin, mais c'est vrai que l'incertitude du sport, c'est toujours bien quand il y a un champion, mais qui n'écrase pas tout et qu'il y en a un qui a toujours un là pour le titiller, quoi. En tout cas, il vient de remporter donc son 10e Masters 1000 et c'est le 9e au calendrier. Donc il a rempli le Pokédex, comme on dit dans le milieu. Et il a déjà quasiment tout gagné. Il a même gagné la Coupe Davis, la United Cup, les Masters de fin d'année. Il lui manque finalement Roland Garros, puisqu'il a gagné les 3 autres grands chelems. Donc il aurait vraiment tout complété et les JO.
Il manque aussi les JO. Mais ça, c'est compliqué. Tous les 4 ans, on va attendre 2028 et je pense qu'il sera au taquet d'ici là, Yannick Sinner. Toujours en tennis, il y avait aussi une finale féminine. Pardon, Maxence. Ouais, côté féminin, c'est Elina Svitolina qui a remporté le WTA 1000 romain après avoir résisté à Coco Gauff. 6-4, 7-6 pour Coco Gauff, puis 6-2. La numéro 7 au classement mondial renouait avec le succès à Rome après ses victoires de 2017 et 2018. Et en battant 3 membres du top 5 mondial sur ce tournoi, l'Ukrainienne devient une candidate sérieuse à la victoire finale à Roland-Garros. Il y a aussi les qualifications aux internationaux de France qui ont d'ailleurs démarré. Et 4 Françaises sur 14 ont rallié le second tour de qualification. Pour les hommes, c'est sensiblement le même ratio. Mais l'info à retenir reste la performance de l'inusable David Goffin. À 35 ans et pour son dernier Roland-Garros, il a disposé du Taïwanais Zheng Junshin et peut encore rêver de figurer dans le tableau principal du tournoi. Et toujours dans les sports de raquette, on parle de ping maintenant. De la balle jaune au tennis de table, il n'y a qu'un pas et une autre déception française. Emmené par les frères Lebrun, le club de Nîmes-Montpellier s'est incliné 3-2 face à Saarbrück en finale de Ligue des Champions dimanche dernier. Malgré un beau parcours pour les sudistes, c'est bien le club allemand qui remporte sa 4e Ligue des Champions de suite. Et après le ballon rond, place à l'Ovalie, aussi avec la dernière journée du tournoi Destination féminin. Ouais, la France ne s'est pas adjugé le crunch face à l'Angleterre dimanche 17 à Bordeaux. Défaite cruelle 43-28 malgré un match XXL de Pauline Bourdon-Sansus, autrice de 2 essais et lanceuse de la révolte bleue au retour des vestiaires, après une première période rude où les Françaises étaient menées 29-14. Les Red Roses font le grand chelem avec 5 victoires en autant de matchs. Du foot, du rugby et pourquoi pas un peu de hand à présent, Maxence. Et enfin une réjouissance pour les Français, les Bleus seront de la partie au Mondial de 2027 en Allemagne. La qualif a été actée dimanche grâce à une 2e victoire obtenue face à la Tchéquie, score cumulé 73-57. Et en handball féminin, Dijon s'est imposé en finale de Ligue européenne. Le JDA a vaincu les Allemandes du Thüringer HC 29-25 en étant pourtant mené de la première à la 53e minute de jeu. Et après ce comeback fou, les Dijonnaises deviennent la 2e équipe française à remporter ce titre après Nantes en 2021. Ça c'est très très beau. Et ne manque plus finalement qu'un peu de basket pour faire le tour des sports co. Tout à fait, Adrien, avec les finales de conférence en NBA. À l'ouest, les San Antonio Spurs ont gagné dans la nuit de lundi à mardi leur match 1, 122-115 contre les Thunder d'Oklahoma City. Un Victor Wembanyama toujours autant insaisissable avec 41 points et 24 rebonds qui dégoûte Shai Gilgeous-Alexander de l'autre côté du parquet. Et à l'est, finale à venir entre Cleveland, tombeur des Detroit Pistons, 125-94 lors du match 7 hier matin, et les Knicks, qualifiés depuis leur match 4 du 10 mai face à Philadelphia. Les New-Yorkais peuvent donc bénéficier de leurs 7 jours de récupération supplémentaires pour entamer cette finale. Et à votre avis, qui voyez-vous accéder à la grande finale de NBA ? Est-ce que ça te branche un peu, toi, la NBA, Stéphane ? Alors, je suis à l'ouest complet. Alors, si t'es à l'ouest, t'es plutôt côté Spurs Oklahoma Voilà, City. c'est ça. Donc, t'es côté Victor Wembanyama. Donc, ça, tout va bien. Vas-y, ouais, ça me va. Ça te va bien ? Ouais, ça me va. Et tu vois qui entre les deux, alors ? Moi, je tiens avec Wemby. Bien sûr. Voilà, c'est un personnage super intéressant, c'est un super basketteur. Après, le reste, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose en NBA, mais voilà, je tiens avec lui, quoi. Tu connais peut-être pas plus que François, Maxence ou moi. Et Thibaut, toi, tu vois qui à l'est ou à l'ouest ? Pour le coup, à l'Est, les Knicks sont tellement écrasés lors de demi-finale. Et donc, comme le dit Maxence, ça arrive frais aussi. Ils arrivent frais. Et pour le coup, Cleveland, eux, arrivent pas frais du tout. Donc, je pense que les Knicks vont passer. Et après, pour le coup, je vois bien les Spurs faire la surprise et sortir les tenants du titre. Allez. Parce qu'on Wembanyama, il a clairement mis la température, le barème, la température haute. On va voir est-ce que Shai Gilgeous-Alexander va pouvoir répondre. Mais après, voilà, faut au moins gagner 4 matchs. Donc, oui. Ça va être et on compliqué. rappelle donc que les 2 premiers matchs d'une série sont chez le mieux classé. Et les 2 suivants, ensuite, iront chez l'adversaire. Et François, pour finir, petit prono final là. Moi, honnêtement, j'espère voir les Spurs gagner pour Wemby. Et honnêtement, ils sont en mesure de réaliser l'exploit. Allez, on y croit alors, tout ça. Pour rester dans le basket aussi, on n'oublie pas ces dames du championnat de France, Maxence. Ouais, en France, Basketland est sacré dans le championnat de France féminin. La Boulangère Wonder League, les Landaises ont renversé la table en finale face à Bourges au terme d'un match 3 très fermé, mais pas moins serré. Chaque équipe avait remporté sa manche à domicile et il y avait une ambiance de folie dans ce dernier match organisé à Mont-de-Marsan. Il fallait attendre la toute dernière minute et un panier à 3 points signé Marie Pardon pour désigner les vainqueurs 53-50. Ouais, fou ce petit tir à 3 points. Et on finira donc ces résultats, on terminera ce tour des résultats par des sports mécaniques. Ça fera plaisir à Thibaut.
Pas de F1 le week-end dernier, mais un MotoGP haletant en Catalogne. Fabio Di Gianantonio remporte la course et se place 3e au classement mondial derrière Marco Bezzecchi et Jorge Martin qui avait dû abandonner. Et parce que ce GP est avant tout une histoire d'accident, sur les 22 pilotes engagés sur la grille, 5 n'ont pas franchi la ligne d'arrivée à cause de 2 collisions violentes impliquant notamment Johan Zarco et Alex Marquez. Merci Maxence pour ce résultat. Je ne tenterai pas de redire le prénom de Martine, j'y arrive toujours pas. J'ai fait allemand, hein, moi, donc ça. Moi aussi. Ah oui, mais tu arrives bien, toi. Redis-le. Ouais. Maxence, avec Thibaut, on en a déjà parlé. Il a fait un super portrait il y a quelques temps et il le disait très bien. Et non, j'y arrivais pas. Hein. Tu peux aussi. Jorge Martin. Ah, voilà. Oh, c'est bien. Il est espagnol. T'as fait espagnol ou allemand, toi? Et deuxième langue. LV2, espagnol LV2. LV2. Mais espagnol LV2, donc ça. Tu es familier avec la chose. Très bien. Merci beaucoup, Maxence, pour ce tour très riche et complet des résultats. On vous propose une petite pause en musique ce soir. Et j'ai profité, j'ai tendu la perche à notre invité. Stéphane, je passe tout de suite ton vœu musical du soir, celui que je t'ai proposé, ta musique sensiblement préférée. Donc, Moi, j'ai un morceau que j'aime bien écouter un morceau en ce moment. que t'aimes beaucoup. Voilà. Et peut-être que certains vont le reconnaître. Il s'agit de Médine, Allons enfants, tout de suite sur Radio Campus Lille. Et on se retrouve juste après pour la suite du Campus Sport Club. De retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6 pour la suite du Campus Sport Club. Ouais, je me suis fait plaisir, j'ai remis le générique, j'ai la tête comme un melon, j'adore mon petit générique. On est de retour après les résultats en début d'émission, on a fait déjà pas mal le tour de l'info, de l'actualité, on va quand même aborder le reste avec les traditionnelles news et c'est François qui s'y colle juste après, évidemment, un petit jingle quand même. Les actus sportifs de la semaine, tout de suite dans le Campus Sport Club. Avec du football, pour pas trop changer, François, on va aborder l'info qui remonte presque il y a une semaine, mais quelle est importante celle-ci? On connaît la liste des Français qui iront à la Coupe du Monde. Et oui, Didier Deschamps a dévoilé jeudi soir sur TF1 sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dites au revoir à Kolo Muani, Eduardo Camavinga et Benoît Chevalier, et dites bonjour à Jean-Philippe Mateta, Robin Risser et Maxence Lacroix. Voilà ce qu'il y a à retenir. Par rapport à la Coupe du Monde 2022, il y a eu un gros renouvellement. 13 des 26 joueurs n'étaient pas là au Qatar. C'est vous dire à quel point l'équipe elle a changé. Même certains joueurs de la Coupe du Monde 2022 ont changé de statut, comme le Ballon d'Or Ousmane Dembélé. C'est une liste pertinente qui, on l'espère, va nous mener jusqu'à la victoire finale. Ouais, ce qui va nous mener, j'espère, oui, jusqu'à une nouvelle finale après le titre en 2018 et la finale 2022 perdue tragiquement contre l'Argentine. Et ici, est-ce qu'on a un petit retour, un avis? On avait un peu parlé déjà des listes. Et j'en profite d'ailleurs pour introduire ce soir un nouvel arrivant, puisque c'est vrai que tu n'étais pas là juste avant. Donc Loïc, qui nous fait le plaisir d'être aussi là, qui vient d'arriver, qui a dû braver les intempéries. C'est ça, bonsoir à tous, désolé pour le petit retard, c'est pas ma faute, promis, et puis voilà, hâte de passer une bonne émission encore avec vous, il y a encore plein de choses à partager. Puis tu restes jusqu'à minuit pétant, je reste jusqu'à minuit. Tu as de quoi te rattraper. Et toi, du coup, cette liste des Bleus, d'ailleurs, qu'est-ce que ça te dit? Avec évidemment Lucas Chevalier et non Benoît. Donc, qui n'est pas retenu. C'est une liste à la Deschamps finalement, même si il a un petit peu sorti de sa zone de confort, peut-être sur Mateta, Kolo Muani et Camavinga, mais moi, même si je suis très très content de la sélection de Maxence Lacroix, je trouve que c'est un peu léger 5 milieux, ça me fait un peu peur. Et surtout, je suis un petit peu mitigé. Alors ça, c'est une opinion un peu plus impopulaire, mais à Cliouche, je suis pas très convaincu. Je trouve qu'il y avait d'autres profils à prendre. Il méritait pas forcément à 100% sa place. Et donc, voilà, il y a quelques petits détails comme ça. Après, c'est une liste à laquelle on s'attendait. Et on s'attendait pas à avoir de folie avec Didier Deschamps, de façon, qui aime garder les joueurs qu'il a déjà vus auparavant. Ouais, toujours. Et avec Akliou, je te rejoins un petit peu. Où, par exemple, même si on ne prenait pas Akliou, j'aurais préféré un milieu supplémentaire, dans le doute aussi, par exemple. Là-bas, ami Stéphane, toi qui connaissais bien, qui a bien suivi Lucas Chevalier au LOSC, est-ce que tu es un peu surpris ou pas du tout qu'il soit remplacé par Robin Risser, du coup, dans cette liste, gardien du RC Lens? Risser, c'est une demi-surprise, j'ai envie de dire. Par contre, que Chevalier soit pas pris, c'est logique et c'est pas du tout une surprise. Tout le monde s'en doutait. Puisque ce joueur vit vraiment une saison en enfer, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa carrière est passée d'un conte de fées à un vrai cauchemar, là, en l'espace d'un an. Comme quoi, tout peut aller très vite dans ce sport.
Et donc, ouais, non, c'est logique qu'il ne soit pas pris. Et on peut même s'inquiéter là, pour la suite de sa carrière. Là, non, La suite immédiate, oui. Bien Mais, sûr. mais à terme, non, il est encore jeune. À terme, non, mais en tout cas, il va falloir qu'il quitte le Paris Saint-Germain s'il veut rejouer au football. Quoi. Si Matvei Safonov fait confiance a toujours la confiance de Luis Enrique, c'est sûr que compliqué. Il est blessé en plus, Chevalier, là, si je me trompe pas. Donc c'était encore plus légitime de ne pas le sélectionner. Il manquait que la blessure, parce qu'effectivement, s'il n'avait pas été blessé, il aurait joué au moins le match contre Nantes avec le Paris Saint-Germain. Donc ça donnait un prétexte à Deschamps de le prendre en disant, voilà, il a joué au moins un match, on a vu ce qu'il valait, c'est-à-dire il est moyen, voire très moyen, mais il est 3e gardien, donc de toute façon, il n'aurait jamais joué. Ouais, c'est très, très, très peu de chance. Et puis avant d'aborder quelques points sur d'autres sélections internationales, on pensera aussi à Dembélé, qui est sorti sur blessure dimanche, justement, face au Paris FC. Et on attendra de voir l'évolution dans les prochains jours, et si d'ici les matchs amicaux, sa place est remise en question. Donc toujours dans ces fameuses listes, d'autres ont été annoncés bien plus tard, en début de semaine et même aujourd'hui. On a quelques stars qui sont assurées de venir au Mondial. Et oui, au fur et à mesure que les sélections sont dévoilées, on a affaire à de belles surprises. Carlo Ancelotti a appelé ce lundi Neymar, qui devrait disputer sa 4e et dernière Coupe du Monde, après près de 3 ans d'absence en sélection. Cela a assurément mis le feu au Brésil. En témoigne la salle remplie de journalistes qui a explosé de joie à l'annonce de son retour et a entonné son nom. Le magicien brésilien aura l'occasion d'offrir à son pays une Coupe du Monde qui échappe à la Seleção depuis sa dernière victoire. C'était en 2002. Oui, donc je m'attendais à quelque chose de ta part. 2002, ici, sache-le, Stéphane, pas beaucoup était né. Oui, mais peu importe, mais je trouve que ça, c'est vachement intéressant ce qu'il a fait Ancelotti avec la Seleção. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu le match il n'y a pas longtemps, match amical du Brésil contre la France. On s'est dit, mais c'est quoi cette équipe, le Brésil? Ça faisait pas 3 passes d'affilée, c'était nul, quoi. Pas d'esprit d'équipe, rien. Je pense qu'il y a un problème dans cette sélection. Et là, en prenant un gars, la star, qu'il n'a pas pris depuis 3 ans, il donne un signal. Alors peut-être qu'il va jouer 20 minutes sur le tournoi, Neymar. Ah oui. Mais il prend une sorte d'icône là dans le vestiaire, une sorte de blanc-seing. Ouais, et en même temps, ça peut catalyser tout le reste. Voilà, et Neymar qui est là, ça crée un truc positif, un élan positif. Alors, autour de la Seleção, alors qu'elle était vraiment dans le champ des critiques. Là. Voilà, fallait envoyer du rêve. Je pense que lui-même n'en est pas persuadé. C'est du mentalisme, là. Voilà, on va au-delà du sport, je pense. Vous rejoignez ? Pour moi, c'est qui tout double. Soit ça fait l'effet que Stéphane est en train de décrire, ou ça va plutôt rassembler parce que ça reste un leader, etc. Soit ça peut être un peu triste parce que quand même Neymar, c'est plus le Neymar d'avant. Physiquement, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va être blessé? Et d'un autre côté, je pense qu'il y a quand même des joueurs... pas. Il y a des joueurs qui s'interrogent de prendre un joueur pour qui ne joue pas, alors que João Pedro est à 20 buts, 9 passes D cette saison. L'attaquant de Chelsea qui, en plus, on a vu les devenu un petit peu... Ouais, c'est ça. Avec tout le monde, forcément, comme... Sauf que les Brésiliens, ils s'en foutent, ils veulent Neymar. Qui était un peu l'attaquant vedette. Mais là, tu réponds du coup, si tu réponds à une demande du peuple, pas sportive. C'est ça, je ne sais pas si... Ouais, en tout cas, c'est sûr qu'au pays, ça a l'air de faire une compétition. Ça a l'air de faire l'unanimité au pays, ça c'est sûr. Ça fait partie du mental et de l'approche mentale d'une épreuve et d'une cohésion aussi. Bah ouais. Ça rejoint un peu, peut-être entre guillemets, Adil Rami 2018. Je sais pas si... Il y avait un peu cet esprit... De là comparer Rami à Neymar, je ferais pas cet affront à Neymar. Je parle pas du sportif, justement. Je parle de l'aura, je parle de ce qu'il peut apporter au groupe. C'est pas rare les sélections comme ça qui sont un peu dans le dur et qui d'un seul coup rappellent un ancien ou un ancien qui revient. Même il faut se rappeler Zidane en 2006, quoi. Il avait quand même arrêté sa carrière internationale. Finalement, il est revenu parce que voilà, il manquait un truc dans l'équipe de France. S'il a dit qu'il revenait, il n'a pas que pondu de son pouce aussi, c'est parce qu'on lui a demandé, quoi, concrètement. Donc là, il faut pas se voiler la face. Le Brésil il est dans le dur. Ils ont besoin d'un joueur un peu pour créer un élan positif autour, dans le vestiaire aussi. Et surtout autour d'eux, c'est vachement important cette énergie-là. Si tout le monde est en train de critiquer une sélection, les joueurs, le mental il est super important sur des compétitions comme ça. Si vous sentez pas un souffle de confiance du pays derrière, ça peut pas marcher. Okay. Surtout pour un pays comme le Brésil, pour qui le foot c'est une religion, quoi. En plus, je pense que Carlo Ancelotti n'a rien à perdre parce que s'il prenait pas Neymar et que le Brésil sortait en 8e ou quelque chose comme ça, on aurait dit que c'était de sa faute de ne pas avoir sélectionné Neymar. Et là, en le prenant, soit Neymar est un fantasque brésilien comme il était il y a 15 ans et tout va bien, soit il est mauvais comme ses performances. On le verra pas sur le terrain, on le verra très peu. Et finalement, ça change rien. Dans tous les cas, il aurait été prêt.
On verra d'ici là. Ça se trouve, il sera blessé au petit orteil et il ne jouera pas Exactement. la Coupe du Monde. Et puis, pour se finir toujours sur ce volet sélection nationale, une autre Seleção, le Portugal a donné sa liste et Cristiano Ronaldo dans les noms retenus par Roberto Martinez. On parlait de l'équipe de France, tu faisais un clin d'œil avec 2006. On a de quoi dire des choses sur l'équipe de France 2010 ces temps-ci, François. Et oui, cette semaine a été marquée par la sortie du documentaire intitulé Le Bus, les Bleus en grève, disponible depuis mercredi sur Netflix. Le documentaire replonge dans le fiasco de Kiesna et de la Coupe du Monde 2010, une page sombre du football français. Domenech y confie dans son journal intime, je cite, ses montées de haine. Evra se dit aussi, je cite, fou de rage après l'exclusion d'Anelka. Les protagonistes livrent leur vérité, des versions toujours irréconciliables. Le film fait revivre l'atmosphère irrespirable du groupe en Afrique du Sud et surtout ce moment surréaliste où les joueurs ont boycotté l'entraînement devant les caméras du monde entier. La version diffusée a fait déjà beaucoup réagir, à commencer par les principaux protagonistes. Mamma mia Domenech, je t'aime beaucoup, juste je garde la vraie histoire pour plus tard, a réagi Franck Ribéry sur ses réseaux par rapport à l'histoire de la taupe. Raymond Domenech parle, je cite, d'un viol de son âme, assurant qu'il n'aurait jamais validé le documentaire en l'état, jugeant, je cite, ce qui se voulait être une thérapie est devenu une poubelle haineuse. Ouais, c'est un sacré personnage aussi, Raymond Domenech, que tu as mieux connu que nous, que ce soit en tant que supporter ou dans ta carrière peut-être journalistique, mais c'était quelqu'un aussi, Raymond Domenech, en équipe de France. Avec en 2006, on se rappelle la demande en mariage aussi pour Estelle Denis, c'est ça? Je crois que c'était 2008 ça. Là, c'est à l'Euro peut-être? C'est à l'Euro. Mais, à l'Euro. mais on sortait d'une défaite Ouais, l'équipe de France, elle se fait taper assez rapidos. Et bon, après, à l'époque, on en pensait... les médias avaient décidé de dire que Domenech avait fait n'importe quoi. Moi, je me sens que ce soir-là, j'étais devant mon poste de télé et j'ai trouvé ça plutôt mignon, en fait. Voilà. Après, les médias, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais. Et pour l'épisode de 2010, aussi. Cette série-là, vous allez la regarder? Quelqu'un l'a déjà vue, peut-être, ici? Moi, j'ai commencé, après, j'ai pas eu le temps de... non, t'as pas le temps, Loïc. Concentre-toi, Loïc. C'est vrai que ça a l'air un peu dingue. Moi, j'ai jamais été, de ce que j'en ai vu, trop fan du personnage. Nous, en tant que coach, on l'a vu quasiment qu'à Nantes. Finalement, où ça n'a pas été fameux. Il n'a pas gagné un match. Il est nantais. Non, je ne suis pas du tout nantais, moi, je suis lorientais. Ah, merde. Et donc c'était pas fameux à Nantes en tant que coach. Pareil. Et puis là, c'est vrai que ça alimente un petit peu tout le côté mystique qu'il y avait un petit peu autour de la personne de Domenech avec les signes astrologiques, les cartes et tout. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu bizarre, ça ressort encore plus. Que je connaissais pas perso. Donc les gens l'utilisent. Voilà, moi je savais qu'il avait eu un problème avec les signes astro. Mais alors à ce point-là, il cite dans son journal que ça l'étonne pas parce que Pires, c'est je ne sais plus quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est sûr que ça va pas augmenter sa cote de popularité. Mais Domenech, pour en venir à ce personnage, c'est un vrai personnage, c'est un mec qui est pas lisse, c'est un mec qui est super intelligent, qui est carrément sympathique, qui est sans doute pas, et qui est très loin d'être, à mon avis, un bon entraîneur. Mais c'est pas un sale type, quoi, Domenech. C'est ça que je trouve un peu regrettable dans les commentaires qu'on voit, etc. Ok, c'est pas parce que tu as des mauvais résultats que tu as mal géré telle ou telle situation que tu es un sale type. Et Domenech, c'est tout sauf un sale type. Ouais, sur l'humain, on y allait peut-être un peu fort sur le monsieur. On ferme le volet football, François. On va attaquer avec du sport mécanique. Thibaut est certainement très alerte là-dessus, mais on est obligé de le dire aux autres. Il y a eu un très gros accident, Maxence l'a rappelé, lors du MotoGP de Catalogne. Quelles sont les dernières news, décidément, sur les blessés? Et oui, justement, de bonnes nouvelles en provenance des deux pilotes victimes de chutes spectaculaires lors du Grand Prix de Catalogne de MotoGP. Ils s'en sortent mieux que ce qu'on pouvait craindre. D'abord, l'Espagnol Alex Marquez, pilote de la formation Ducati Gresini, s'en tire avec une fracture de la clavicule droite et une fracture marginale à la cervicale C7. Ne me demandez pas où c'est, je ne sais pas. Opéré le soir même suivant sa chute, il a rassuré depuis son lit d'hôpital sur son compte Instagram. Je cite, « Tout est sous contrôle, je suis entre de bonnes mains. » L'opération sur sa clavicule a été un succès. On attend d'en savoir plus sur sa cervicale, qui fera l'objet d'une opération prochainement. Gresini a annoncé des examens dans le courant de la semaine. Il devra donc observer une période de convalescence avant de revenir en piste. Pour le Français Johan Zarco, il a indiqué souffrir à la jambe gauche puisque les ligaments du ménisque et du genou ont été rompus. Son bas du péroné souffre aussi d'une petite fracture. Plus de peur que de mal, a-t-il confié sur son compte Instagram. Il s'est rendu ce mardi au centre orthopédique Santin de Lyon
où il a consulté le docteur Bertrand Sonnery-Côté, spécialiste du genou. Et les infos inside, il est au qui courant, a, il était qui a dans été le store. formel. Alors, il n'y a pas d'opération des ligaments dans l'immédiat, car en fait, il y a une période de soins qui est d'abord nécessaire avant d'envisager la suite. Dans le communiqué de LCR et Zarco, il est dit qu'en fait, le pilote doit attendre quelques semaines pour que d'autres blessures à son genou puissent guérir avant l'opération. Est-ce que tu es surpris, toi, Thibaut, par la faible gravité, entre guillemets, de ces blessures, alors qu'on a vu aussi des chutes Rassuré. et du coup, t'es rassuré. Parce que la chute de Marquez, c'est quand même à 300 km/h et Il perd le contrôle. C'est aussi Ouais, les chutes sont, pour aussi peut-être le dire pour les moins initiés, c'est pas rare une chute en MotoGP, mais généralement c'est une de chute cette gravité contrôlée. comme ça. C'est une chute contrôlée où on glisse. Et surtout pas en ligne droite. Parce qu'en fait, la chute de Marquez, c'est juste que Acosta, qui est un dixième devant lui, a son moteur qui coupe d'un coup. Donc il essaie de l'éviter, il percute et il réussit à rester sur l'aile, mais il commence à voler. Pour le coup, Zarco, c'est une erreur de pilotage où il loupe son freinage et il percute Marini, qui ensuite percute Bagnaia, et la jambe gauche de Zarco reste bloquée. Mais en soi, c'est rassurant. La cervicale, c'est quand même rare que ça se casse. Donc, en tout cas, c'est une fracture marginale, mais c'est tant mieux. Tant mieux maintenant. En plus, la chute de Zarco est liée au deuxième départ, donc est liée au premier accident. C'est ça. S'il n'y a pas cette chute, potentiellement que Zarco ne se fait pas mal. En tout cas, on espère qu'il va se rétablir dans tout ça. On a parlé déjà un peu de basket. Vous verrez, la musique après est un clin d'œil aussi à ça. François, tu as suivi un peu ce qui s'est passé avant le match entre les Spurs et le Thunder, et on a appris une petite mauvaise nouvelle pour notre Français. Et voilà, en NBA, Shai Gilgeous-Alexander est entré un peu plus dans la légende ce dimanche. Le meneur d'Oklahoma City a été sacré MVP pour la deuxième année consécutive. C'est seulement le 14e joueur à réaliser cet exploit. Il a obtenu 83 premières places sur 100. Le Canadien a dominé la saison de bout en bout, établissant au passage un record historique en inscrivant au moins 20 points lors de 140 matchs consécutifs, battant le record légendaire détenu par Wilt Chamberlain depuis 1963. Il a reçu le prix au début des finales de conférence Ouest, juste avant le match contre les San Antonio Spurs. Petite déception donc pour le Français Victor Wembanyama, qui finit 3e dans les votes avec 5 premières places, 36 deuxième places et 47 troisième places, derrière Shai Gilgeous-Alexander et le Serbe Nikola Jokic. Et on finira avec deux brèves infos, une qui concerne le Tour de France, on en parlait aussi avec Stéphane juste avant, et une autre qui concernera la saison sur gazon. Reims sera la ville du grand départ du Tour de France 2028, un départ qui revient en France après l'Espagne en 2026 et l'Écosse en 2027. Cela a été confirmé en conférence de presse par le directeur du Tour, Vincent Prudhomme, qui a ajouté qu'il y aura 4 étapes dans le Grand Est avec 6 villes à l'honneur: Reims, Épernay, Charleville-Mézières, Verdun, Metz et Thionville. On vous laisse imaginer les étapes possibles en attendant le tracé définitif du Tour 2028. Et en tennis, ça s'arrange pas pour Alcaraz. Déjà forfait pour Roland Garros, le numéro 1 mondial a annoncé son forfait ce mardi pour un autre grand chelem, Wimbledon. Du coup, ça va faire 2 grands chelems d'affilée manqués par l'Espagnol, qui ne s'est pas suffisamment remis de sa blessure au poignet droit. Tout à fait, et donc ça laisse encore un petit boulevard peut-être pour l'ami Yannick Sinner. Merci beaucoup François pour ces news. On va marquer une deuxième pause musicale tous ensemble. Je faisais un clin d'œil, je l'ai annoncé un peu avant, avec les finals NBA qui approchent, avec ce duel entre le Thunder et les Spurs. Et Thunder, moi ça inspire toujours un peu Imagine Dragons. J'aime beaucoup cette chanson, donc je me suis permis ce soir un petit coup. On se quitte quelques instants et on revient pour la suite et la fin de cette émission du Campus Sport Club. De retour en direct dans le Campus Sport Club, c'était à l'instant Thunder de Imagine Dragons en clin d'œil avec Oklahoma City qui dispute donc la finale de conférence Ouest en NBA. Je vais y arriver. On est de retour en direct en tout cas pour attaquer ce dernier quart d'heure de la première heure d'émission du Campus Sport Club. Il faudra rester de 23h à minuit. On aura une heure dédiée à nos voisins lillois, les Dogs du LOSC. Mais là, tout de suite, on s'adresse on attend plutôt de savoir ce que va nous dire Loïc. C'est l'heure d'une petite séquence chronique histoire, puisqu'il y a un tournoi très important, on l'a déjà évoqué en début d'émission, qui arrive prochainement du côté de la Porte d'Auteuil. Et Loïc se fait un plaisir à nous raconter un petit peu les prémices et l'origine, tout simplement, du nom de ce tournoi. C'est ça, parce que souvent on connaît le nom des compétitions, des trophées, etc., je trouve, mais on ne connaît pas toujours le sens ou l'histoire qui s'y cache derrière. Donc je me suis dit qu'au moment où Roland Garros, le fameux tournoi du Grand Chelem sur terre battue, revient au centre de l'actualité avec les qualifications et le tournoi qui approche à grands pas, je voulais faire un point sur qui est Roland Garros en fait et pourquoi ce nom.
En effet, l'histoire de celui qui a donné son nom à l'un des tournois et des stades les plus connus de la planète tennis n'est pas si connue que ça. Roland Garros, de son prénom donc, est né à Saint-Denis de la Réunion en 1888. Diplômé d'HEC, le choc de sa vie a lieu à 21 ans en Champagne, quand il assiste en fait à son premier meeting aérien où il tombe sous le charme des machines que sont les avions. Comme il ne fait jamais rien à moitié, il s'achète immédiatement un appareil, il apprend à le piloter tout seul et il passe son brevet. 2 ans après, il bat déjà des records d'altitude, etc. Je vous passe les détails. Il étonne surtout par son audace et son inventivité au point de devenir une vedette de la discipline. Roland Garros voit plus grand encore, il veut survoler la mer, il se lance alors un nouveau défi, traverser la Méditerranée, et après 8 heures d'épopée, 2 pannes réglées par ce génie de la mécanique, il se pose en Tunisie et donc bat ce record qui n'avait jamais été réalisé, alors qu'il lui restait 4 litres de carburant seulement. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, ce jeune homme qui est aussi pianiste, émérite, s'engage dans ce conflit et il met au point le premier chasseur monoplace doté d'une mitrailleuse qui tire à travers son hélice. En 1915, il va être fait prisonnier après 3 victoires consécutives, mais 3 ans plus tard, il réussit à s'échapper de manière un peu loufoque. Je vous invite à aller regarder l'histoire. Et même si sa santé s'est dégradée, il se fait confectionner des lunettes spéciales en cachette, et même si Clémenceau veut le garder comme conseiller, il est obstiné, il repart au combat, et son audace lui sera fatale, puisqu'après un 4e duel gagné, il est abattu au-dessus des Ardennes en octobre 1918. Alors jusque-là, assez peu de lien avec le tennis. Il avait justement inscrit par contre sur les hélices de son avion une phrase que tous les fans de tennis connaissent, la victoire appartient au plus opiniâtre. On retrouve et donc qu'on retrouve sur le cours surtout. Le cours Philippe Chatrier. Alors comment son nom est devenu celui du stade et même du tournoi? En 1927 à Philadelphie, sont les 4 Français surnommés les Mousquetaires qui gagnent la Coupe Davis. Et c'est alors que l'idée de construire un stade dédié au tennis s'impose rapidement en France. Il faut leur offrir un cadre digne pour la défense de leur trophée. Et donc à l'époque, le Stade français et le Racing Club de France sont les hauts lieux du tennis à Paris. Ils accueillent les champions de France internationaux un an sur 2. Mais leurs sites sont trop exigus pour l'engouement que va susciter la finale de la Coupe Davis. Et donc, on se met en tête qu'il faut une enceinte de 10 000 places. C'est le projet Le Sieur Stade français qui l'emporte. Mais Le Sieur pose une condition à cet énorme engagement financier. Je cite, « Le stade, une fois sorti de terre, doit porter le nom d'un de mes amis, Roland Garros. Je ne sortirai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas à ce stade le nom. » Et donc, c'est en 1928, en fait, que le président du Stade français, ancien condisciple de Roland Garros à HEC, et dont l'aviateur avait parrainé l'entrée au Stade français, donc il y a toute cette histoire, a fait naître le Stade Roland, et en fait, indirectement ensuite, le terrain. Et puis, le tournoi, pardon. Et à l'époque, il faut savoir que même si les liens de ce monsieur Garros sont très ténus, c'était quand même une célébrité plus ou moins connue. Donc cette annonce n'a souffert d'aucune contestation. Super, ça. C'est un peu fou. J'aime bien l'histoire. Est-ce que tu savais aussi, est-ce que tu avais vu dans tes recherches dans quoi avait été fabriqué le stade Roland Garros au tout début? À cette époque, en 1928. Mais il y a un truc un peu dingue, mais j'ai pas retenu. Parce que contrairement à aujourd'hui, où tout a été bétonné, refait à neuf et tout, à l'époque c'était vraiment en bois. Ouais, c'est ça. Et donc pour 10 000 personnes en bois, faut être certain de son bois. Ouais, mais il y avait un petit style quand même. Quand j'ai vu les trucs, il y avait un petit style quand même. Je veux bien le croire. Est-ce que vous imaginez, imaginez un stade avec 10 000 places et sur des tribunes en bois? Ça te parle, toi, Maxence? Moi, j'ai eu la chance de visiter Roland Garros. C'est juste à côté de là où mes parents habitent. Donc, j'ai pu avoir une visite complète des lieux. Et j'ai pu voir les vieilles planches de bois qui étaient donc utilisées. Ah oui, d'origine, ou des choses des parties qui ont été conservées de l'époque. Ouais, très vétuste, mais bon, ça a tenu un certain temps quand même. Ah, c'est fou. Et du coup, avec cette histoire 1928, tu dis, on va approcher du centenaire, donc du stade Roland-Garros. Ça peut être sympa si un Français venait à gagner l'an prochain. Dans 2 ans. On refait un stade en bois aussi, ce serait pas mal. Oui, on en refait un. Histoire que ce soit aussi réaliste qu'un Français gagne Roland-Garros, malheureusement. C'est vrai. Et vous, Thibaut, François, vous en connaissiez quelque chose? Vous êtes déjà allé à Roland-Garros, voir le tournoi ou le stade comme Maxence? Parce que Maxence, t'as pas vu de match? Si, j'ai vu 3 matchs aussi. Ouais. Ah oui, monsieur était bien. J'y serai le week-end de milieu de tournoi, moi, prochainement, donc 30-31. Okay. Mais ce sera ma première. Donc ne me spoil pas, ne me dis pas. Non, pardon, François, Thibaut. Bon, moi, je suis jamais allé à Roland-Garros. Oui. Tu connais que par la télé, tu regardes, tu consommes, mais voilà. Et Thibaut? Je connaissais un petit peu l'histoire de l'aviateur. Après, dans ce détail-là, je ne savais pas, pour le coup, de l'origine de la phrase, mais l'aviateur et puis le tournage, je le suis toujours un petit peu.
même s'il n'y a toujours aucun Français qui va passer le Phrase qui de troisième base, tour. je dois le préciser, est quand même attribuée à Napoléon. Donc c'est pas Ah bon directement Roland Garros, c'est Roland Garros qui se le serait réapproprié, il l'aurait mis sur ses ailes, mais de base c'est à Napoléon. Ouais, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, tu comprendras Stéphane. Donc à l'époque, on mettait sur les ailes d'avion, il y a un peu de style. Je sais pas. Et Je vois. toi Stéphane Stéphane, faisait ça sur les portes de tennis sa Roland voiture. Garros, ça te parle un peu? Ça m'a surtout parlé dans ma prime jeunesse. C'est vrai que je regarde beaucoup moins depuis des années. Après, j'aime bien y aller de temps en temps. L'année dernière, j'y ai fait un saut. Mais ouais, j'aime bien le tennis, mais c'est un peu lisse, quoi. Voilà. Ouais. Un peu long aussi, peut-être. Un peu lisse. parfois. Et même, j'entendais Loïc raconter l'histoire de Roland Garros. Et c'est un personnage illustre, héros de la guerre, issu d'une famille très bourgeoise, à l'image de... Du tennis. À l'image du 16e arrondissement où se joue. Non, mais voilà, c'est le tennis, quoi. Le tennis, c'est pas un sport de banlieue. Hein. Non. Ah non, ça va pas... malheureusement, ce n'est pas le cas. Si c'était un sport de banlieue, on aurait peut-être un mec capable de gagner Roland Garros. Tout à fait. Et donc à rappeler aussi, bien sûr, que le véritable nom du tournoi originel, c'est bien, on parle toujours des internationaux de France. Donc, et c'est pour ça qu'ensuite, ils ont emprunté le nom Roland Garros par rapport au lieu, au stade. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'y est fait une idée, comme Wimbledon, qui est au quartier Wimbledon, tout simplement. Merci beaucoup, Avec Loïc, plaisir. pour ce petit point. Il nous reste quelques minutes. On a de quoi attaquer la fin de cette première heure avec les immanquables, avec Thibaut qui nous a fait le petit récap de l'agenda sportif. Juste après, évidemment, un petit jingle. Foot, basket, rugby. Pour savoir quoi regarder de cette semaine chargée, restez branchés sur le CSC. Oui, parce que pour ne pas déroger à la règle, on va démarrer ces immanquables, cette chronique par un peu de football, puisque quand même, mine de rien, demain, c'est une belle échéance qui nous attend. Bah oui, c'est à Istanbul, c'est la finale de Ligue Europa qui opposera Fribourg à Aston Villa. Les Fribourgeois ont l'occasion de s'offrir un premier titre européen face à des Villans qui veulent renouer avec un sac 25 ans après la Coupe Intertoto, dernier titre continental des Anglais. La première des 3 finales européennes masculines est à suivre sur Canal+ Foot pour un coup d'envoi à 21h. Autre finale européenne féminine cette fois-ci, les OL Lyon défiera le FC Barcelone en finale de Ligue des Champions. Le match débutera samedi à 18h et sera diffusé par la chaîne L'Équipe et sur Disney+. Les Lyonnaises ont l'occasion d'améliorer le record de titres dans la compétition en décrochant un 9e sacre. Alors, les barrages de montée Ligue 1, Ligue 2 démarrent mardi prochain à 20h45. Saint-Etienne recevra Nice pour un match aller diffusé sur Ligue 1+. Pour le retour, rendez-vous vendredi 29 mai à 20h45 sur Ligue 1+. Et des dates qui ont été déplacées en raison d'une très bonne raison qui concerne l'OGC Nice. Bah oui, c'est sûrement la rencontre qui a passionné toute la région nordiste. C'est la finale de Coupe de France entre Lens et Nice vendredi à 21h. Lens devra assurer face à des Niçois en quête de confiance avant ces barrages. Donc les deux peuvent remporter un premier titre dans les années 2000. Pour les Lensois, ce sera le premier titre depuis la Coupe de la Ligue 99. Tout simplement, rendez-vous à 21h vendredi sur France 2 ou Beansport 1 pour suivre la rencontre. Petit tour de table, je pense. Quelle va être l'issue de ce match, vous pensez? On commençait à dire au sortir du multiplex que Lens allait écraser Nice. Surtout que Nice va sûrement faire jouer une équipe B pour avant tout rester en t'imagines Ligue 1. là C'est fou quand même. Toi, de après, prétendre ça ça, sera pas une équipe B. Non, il y a une semaine quand même entre la Coupe de France et le premier match de barrage. Il y a 4 jours Ah, maintenant. il y a 4 jours. 5 jours, non? Non, 4. Ah non, t'as fait... Écoute les dates. 26 Ouais, mai, ouais, 26 c'est mai, vrai. monsieur. Et ils ont dit Donc que la 22. De là, priorité, mettre c'était une la Ligue 1. De là, oui, bah oui. Après, forcément, toujours. c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Imagine, t'es joueur, t'es pro, tu joues avec ton club une finale au Stade de France comme si Ouais. t'allais pas jouer et tout balancer. Non, c'est pas possible. Non. Ils vont jouer Nice. Après, oui, ils ont une grande chance de se prendre une branlée, comme on dit. Ça, il y a 9 chances sur 10. Mais voilà, t'as toujours ça une reste, chance. ça reste Ça reste une finale. l'incertitude du foot. Voilà, Puis il y a comme il 4 s'est passé à cette fameuse dernière journée avec des résultats improbables. Et justement, c'est ça le. Alors moi, je suis plus lillois, donc je me marre, hein, je me moque de tous mes potes lensois. Mais je leur dis, ouais, la finale, vous l'avez déjà fait 1000 fois dans votre tête. Tout le monde vous voit gagnant. Et moi, je vois bien le but de Wai à la 95e. Ça peut être beau tout ça. Et donc toujours en France, pour finir sur le volet football, on a encore un match important à venir cette semaine, Thibaut. Et oui, le barrage Ligue 1, Ligue 3 entre Laval et Rouen. Alors, Ligue 3, c'est le futur nom de la nationale. Donc, ce soir, il y a eu le match aller. Ça a débouché sur un match nul 1 partout. Alors, le dénouement sera à Laval. Ce sera dimanche à 17h sur Beansport. Et des finales européennes, on en a parlé juste avant que la Ligue Europa. On en a en football, on en a aussi en rugby ce week-end.
Oui, on commence par la finale de Challenge Cup qui opposera Montpellier à Ulster vendredi à 21h. Pour suivre cette rencontre qui se jouera à Bilbao en Espagne, rendez-vous sur Beansport 2 ou France 4. Les Montpelliérains pourraient être sacrés une troisième fois dans cette compétition, 5 ans après le dernier titre. Le lendemain, samedi à 15h45, ce sera la finale de Champions Cup entre l'Union Bordeaux-Bègles et Leinster. La rencontre sera à suivre sur Beansport 1 et France 2. Les Bordelais, tenants du titre, ont l'occasion de prolonger la domination des clubs français qui dure depuis 2021 avec le trio Toulouse, La Rochelle et donc Bordeaux. Et un petit mot de basket avec là aussi la Coupe d'Europe, mais aussi surtout de la NBA. Et oui, les demi-finales de l'Euroleague se disputeront toutes les deux vendredi. À 17h, l'Olympiakos défiera le Fenerbahçe, tandis qu'à 20h, ce sera une rencontre 100% espagnole entre Valence et le Real Madrid. Le premier match est à suivre sur la chaîne L'équipe, tandis que le second est à suivre sur Euroleague TV. On prend maintenant l'avion direction les États-Unis pour les playoffs NBA. Si la finale de conférence Ouest entre le Thunder d'Oklahoma et les Spurs de San Antonio a débuté hier avec la victoire des Spurs, la finale de conférence Est entre les Knicks de New York et les Cavaliers de Cleveland débute cette nuit à 2h du matin. Chaque rencontre se jouera un jour sur deux. Le match 2 de la finale à l'Ouest se jouera jeudi à 2h30, samedi même heure pour le match 3 et lundi à 2h du matin pour le match 4. Pour la finale à l'Est, le deuxième match aura lieu à 2h du matin vendredi, dimanche, même heure le dimanche pour le match 3 et même heure le mardi pour le match 4. Pour rappel, la série se termine lorsqu'une des deux équipes a remporté 4 matchs. La finale de la conférence Ouest est diffusée par Prime Video et c'est Beansport qui assure la retransmission de la finale à l'Est. Ouais, choisissez votre camp et votre abonnement. On revient en Europe pour des grands rendez-vous aussi qui suivent leur cours cette semaine, Thibaut. Et oui, le Tour d'Italie se poursuit pour une deuxième semaine après le contre-la-montre du jour. Demain, les punchers seront à l'honneur dans une étape avec un relief escarpé entre Porcari et Chiavari. S'en suivront 2 étapes de plaine avant une 14e étape décisive pour le général final samedi entre Aoste et Pila. Dans une journée marquée par 4 difficultés, les coureurs devront affronter une montée finale de 16,5 km à 7% de moyenne pour rejoindre l'arrivée. Rendez-vous important pour le cyclisme français dans le Nord pour les 4 jours de Dunkerque. L'épreuve débute demain par une étape entre Lagny-le-Sec et Laon qui va disputer entre les sprinters et les punchers. La deuxième étape arrivant à Liévin devrait être plus favorable aux sprinters. Le troisième jour de course vendredi emmènera le peloton à Wallers à Rambert avec un secteur pavé de 2,9 km emprunté à 7 reprises sur le circuit final. La quatrième étape sera l'étape Rennes avec la mythique montée de Cassel qui servira de juge de paix. Enfin, direction Dunkerque dimanche pour la dernière étape promise de nouveau aux sprinters. Pour suivre cette épreuve, rendez-vous sur la chaîne L'équipe et Corsair TV. Et puis on aura également ce qui a démarré hier et aujourd'hui, un petit mot de tennis avec les qualifications pour Roland Garros. Oui, c'est tout simplement les tours préliminaires ont commencé il y a 2 jours. Non, ils ont démarré hier tout simplement. Ils vont se conclure vendredi, tandis que le Grand Chelem débutera dimanche. Demain, pour la 3e journée des qualifications, 3 hommes tricolores vont défendre leur chance. Daniel Jad face au Danois August Holmgren. Thomas Forel face au Britannique Jay Clark et Hugo Blanchet face à l'Espagnol Pablo Llamas Ruiz. Chez les femmes, 2 Françaises joueront leur place par d'Auteuil demain. Carole Monet défiera la Polonaise Maja Chwalinska et Océane Dodin s'opposera à la Biélorusse Alexandra Sasnovic. Et on conclura cette rubrique avec un peu de sport mécanique évidemment quand il s'agit de Thibaut. Et oui, forcément, de la Formule 1 ce week-end qui va reprendre avec le Grand Prix du Canada à Montréal. Le circuit Gilles Villeneuve accueillera le 3e week-end sprint de la saison. Les qualifications sprint débuteront vendredi à 22h30 pour une course sprint à 18h le samedi. Les qualifications pour le Grand Prix débuteront, elles, à 22h dans la foulée de la course sprint pour un départ donné dimanche à 22h également. Le Grand Prix sera suivi sur Canal+, tandis que le reste des sessions sera diffusé sur Canal+ Sport. Ça promet tout ça. Donc, c'est pas mal, c'est riche. Ça va regarder quoi, Stéphane, cette semaine? Il n'y a plus de foot, il n'y a plus de Ligue 1. La finale de coupe. Il y a la finale vendredi. Hein. T'es sollicité? Ouais, j'y serai. Hein. Il y sera, il a la chance d'avoir des places pour le Stade de France. J'aurai mon écharpe du LOSC dans mon sac. Ah, c'est beau. C'est beau. Très hein. bien. Merci Thibaut pour les immanquables. Merci Loïc pour la petite chronique histoire. François, les news. Maxence, résultat, on t'oublie pas, hein, t'étais là au début. T'étais encore là. Et je fais la blague, je voulais pas te... J'ai l'impression que je te dérange. Non, pas du tout. Tout va bien. Merci en tout cas pour cette première heure traditionnelle du Campus Sport Club. Il est dans quelques secondes 23h pétantes sur Radio Campus Lille. Je vais vous proposer une petite musique. On va faire la transition toute douce vers la 2e heure de ce Campus Sport Club qui sera dédiée au LOSC.
C'est la raison première peut-être de ta venue, Stéphane, suiveur du LOSC pour la Voix du Nord, la Voix des Pas que Sports. pour le LOSC, quand même, Adrien. Bah, si, allez, on fait honneur Pour quand même. Lens aussi, un peu. Non, on parlera de Lens plus tard. Ils ont encore une finale avant de parler d'eux. Je vous propose du coup, en choix musical du soir, une douce chanson. Tu évoquais le Grand Prix du Canada, Gilles Villeneuve, son fils, Jacques Villeneuve, avec un son culte et son album de l'époque, Accepterais-tu, que je vous propose tout de suite en direct sur Radio Campus.